Aujourd'hui, donc, je vais vous parler donc, du soutien médical en opération. Alors, comme l'a dit le général, moi j'ai essentiellement une carrière dans l'armée de terre, donc les légions étrangères en particulier, et donc je vous parlerai surtout de ce point de vue armée de terre sur le terrain. Mais vous avez la chance, l'honneur et l'avantage d'avoir un camarade de promotion, donc le docteur Loïc Lemel, qui lui est chirurgien viscéraliste, installé et urologue, ouais, donc à Pontivy, et qui lui pourra vous parler du côté marine que moi j'ai un petit peu occulté, ne connaissant pas spécialement ce domaine. Alors je vais articuler mon propos en 3 parties. Une première présentation sur le service de santé en général, pour vous recaler un petit peu le cadre général de l'action. Hein. Si vous ne connaissez pas toutes les missions du service de santé, c'est difficile de pouvoir parler plus spécialement du service de santé en opération. Le service de santé en opération et comment ça se passe depuis la blessure sur le terrain jusqu'en métropole. Et puis après, la troisième partie, plus on fera défiler des photos pour vous montrer dans quelles conditions les médecins, les infirmiers exercent leur métier, donc à l'avant. Voilà. Donc le soutien du service de santé, donc d'abord ses missions. La mission du service de santé, c'est une mission qu'on appelle duale. La première mission, c'est le soutien des forces armées. Que ce soit la marine, la gendarmerie, l'armée de l'air, l'armée de terre. Hein, et ça comprend donc les 4 parties donc, qui sont là. Donc depuis la mise en condition opérationnelle, donc, il faut pouvoir mettre les gens en condition, il faut qu'ils puissent être aptes. Si c'est pour les rapatrier au bout d'une semaine parce qu'ils ont un problème dedans ou autre chose, ce n'est pas intéressant. Donc il y a toute la mise en condition opérationnelle, c'est-à-dire depuis la sélection, hein, les soins, les aptitudes, etc. Deuxième partie, c'est le soutien médical en opération, ce sera le but de l'intervention. Au retour, il faut bien continuer à s'occuper de ces militaires qui ont pu attraper un paludisme, une autre maladie en opération extérieure, soit la leishmaniose en Guyane ou ailleurs, hein, et avec la prise en compte donc, de tout le côté NRBC. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop d'acronymes dans la présentation. Hein, NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Et la deuxième mission du service de santé, c'est une mission au profit donc, du civil. Dans le service de santé possédait 9 hôpitaux des armées, ils n'en sont plus qu'à 8 maintenant. Hein, et tout le monde, à partir du moment où vous êtes affilié à la sécurité sociale, vous pouvez bénéficier des soins dans les hôpitaux militaires. Bon, c'est sûr qu'à Vannes, ici, le plus près, c'est Brest, c'est pas tout à fait près, mais vous avez accès, à partir du moment où vous êtes, vous avez une carte de sécurité sociale, donc au niveau des soins du service de santé des armées. Voilà. 5 grandes composantes qui sont interconnectées. Hein, le soutien médical des forces dont je vous ai parlé, mais qui a des rapports avec la formation initiale et continue. Les hôpitaux, les armées, on vient d'en parler, la recherche et le ravitaillement sanitaire. J'aime bien cette figure de pôle parce que en fait, tous les pôles sont interconnectés et s'il en manque un, ça va pas l'un avec l'autre. Au niveau du soutien des forces, maintenant nous avons au niveau des armées 55 centres médicaux des armées. Avant, il y avait des infirmeries qui dépendaient des régiments. Maintenant, c'est des centres médicaux des armées. Outre-mer, c'est des centres médicaux interarmés. Hein, et on a en métropole, donc 55 centres médicaux des armées. Ces centres médicaux vont être regroupés pour augmenter, pour tomber à 22, pour mutualiser un petit peu tous les moyens. À Vannes, il y a le 3e RIMA, c'est le centre médical, il doit regrouper Vannes et le Couët-Quidan, je crois. Et peut-être Lorient, il y en a un autre avec Brest, etc. Donc il y en a très peu, il y en a un autre sur Rennes, vous voyez, il n'y en a plus beaucoup. Et les personnels qui servent dans ces centres médicaux peuvent être aussi bien de l'armée de l'air, de la gendarmerie, de l'armée de terre ou de la marine, selon les missions qu'il y a localement. Les hôpitaux, je vous ai dit, plus que 8 hôpitaux, 2 en région parisienne, puisque le Val-de-Grâce est en cours de dissolution, donc Percy et Bégin. Alors Percy, c'est l'hôpital des opérations extérieures. L'hôpital d'instruction des armées Percy, qui se trouve à Clamart, au sud de Paris. Hein, c'est là où sont souvent, le plus souvent rapatriés les blessés en opération. Desgenettes à Lyon, Toulon à Sainte-Anne, Sainte-Anne à Toulon, Laveran à Marseille, Robert Piquet à Bordeaux et Clermont-Tonnerre à Brest, et sans oublier Metz, l'hôpital de Gouest. La formation, donc il n'y a plus que
3 écoles, une école du service de santé des armées, une école du service du santé des armées, donc à Lyon, qui regroupe les 2 écoles qui étaient avant à Bordeaux et à Lyon, le PPA qui forme les infirmiers militaires, le PPA, sachant que le PPA va basculer sur Lyon, et puis l'école du Val-de-Grâce à Paris, qui fait plutôt la formation continue. Alors tout ça, ça nécessite la formation, elle est initiale et continue, hein, et elle nécessite d'avoir des rapports avec les universités civiles, parce que les médecins militaires sont formés dans une université civile. Autant les infirmiers sont formés dans un IFSI particulier, militaire, les médecins militaires sont formés dans la fac civile. Docteur Lemel et moi, on a suivi le cursus civil, habillé en militaire, mais on l'a suivi en tant que militaire, mais c'est le cursus civil. Voilà. La recherche, autre pôle, hein, qui a tout été regroupé à Brétigny-sur-Orge, hein, qui s'occupe aussi bien des problèmes de parasitologie, etc., tout ce qui est chimique, nucléaire, biologique, etc. Je passe. Voilà. Le ravitaillement sanitaire, parce qu'on ne peut pas à l'avant avoir des hôpitaux, des postes médicaux si on n'a pas de ravitaillement sanitaire. Ça va depuis les médicaments, le matériel, et aussi pour les antennes, les compresses, etc., le sang, etc. En opération, ce n'est pas forcément toujours la guerre, hein, même si quelquefois ça pète un peu. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, au premier séjour, on a eu un accrochage par jour et un accrochage sérieux par semaine. Bon, ce n'était pas la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine, mais un accrochage par jour, ça tirait tous les jours. Donc, mais entre deux, on vivait. Hein. On vivait, donc il faut suivre les gens pour tout ce qui est paludisme, par exemple. Hein, prescrire tout ce qui est prophylaxie du paludisme, etc. Il faut y aller soins courants, parce que ce n'est pas parce qu'en étant au Tchad ou en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas une angine ou autre chose, qu'on ne se tord pas la cheville, etc. Donc il faut faire tous les soins courants. Il faut prendre prendre en compte l'environnement du combattant. Pour ceux qui ont entendu parler du Kosovo, à Mitrovica, il y avait une usine qui entraînait une pollution au plomb. Bon, on est loin des combats, mais il faut appréhender cette pollution et puis pouvoir protéger les militaires français. Assurer le ravitaillement sanitaire, j'en avais parlé. Le moral du combattant. Et après, au combat, maintenant, il faut sauver le maximum de vies. C'est le but du médecin militaire et des équipes santé en opération. Hein, sauver le maximum de vies, ramener le maximum de personnes vivantes. Et puis en plus, on nous demande encore plus, c'est non seulement sauver la vie, sauver le membre blessé et éventuellement préserver la fonction. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus loin. Hein, et on en reparlera tout à l'heure. Hein, c'est limiter les séquelles maximum des blessures. Donc le principe en France, c'est la médicalisation de l'avant. C'est d'amener, quand je dis le médecin, hein, c'est l'équipe médicale, hein, on en reparlera, l'équipe médicale au plus près des blessés. Hein. Ce n'est pas du tout le concept anglo-saxon, spécialement américain, qui est d'évacuer au maximum, le plus rapidement possible, les blessés. Pendant la guerre du Vietnam, je crois qu'il y a 95% des 300 000 blessés qui ont été évacués en hélicoptère. En France, on en est loin parce qu'on n'a pas forcément le nombre d'hélicoptères voulus. Hein, voilà. Donc nous, notre concept, c'est d'amener l'équipe médicale. Parce que ça ne sert à rien d'évacuer des gens rapidement s'ils meurent pendant le transport ou en arrivant à l'hôpital. Et un geste simple, un pansement compressif, un garrot, un truc comme ça permet de transformer une extrême urgence en urgence relative. Qu'il faut opérer dans quelques heures, mais on n'est plus dans l'urgence absolue, où le blessé va mourir. Et une carotide, ça va vite. Donc, ça implique d'évacuer vers les antennes chirurgicales, dont le docteur Lemel pourra vous parler tout à l'heure. Hein. Les évacuations sanitaires, donc, elles sont précoces, le plus rapidement possible, une fois que les gens sont mis en condition d'évacuation. Hein. Et puis après, on évacue les gens sur la métropole. Donc, on reprendra ça en schéma tout à l'heure, mais vous avez 2 types d'évacuation. Il y a l'évacuation qu'on appelle tactique, qui est sur le terrain, hein, entre le poste de secours ou le lieu de la blessure, hein, et les premiers soins chirurgicaux. Et après, une fois que la personne peut prendre un avion et rentrer en métropole, c'est l'évacuation stratégique. Évacuation tactique, évacuation stratégique. Hein, c'est deux différents. Même si quelquefois, ça peut prendre les mêmes vecteurs, les mêmes avions. 3 principes, la qualité des soins.
parce qu'on est médecin français, donc ben, on est soumis aux mêmes règles de fonctionnement que tous les médecins civils qui exercent aussi. Hein. L'unité, c'est de l'action médicale et bien sûr la cohérence de la fonction santé, hein, depuis le lieu de la blessure jusqu'à l'arrivée en métropole. Et le suivi du blessé ne s'arrête pas à l'hôpital, à Percy. Parce qu'après, c'est une autre partie. Le blessé, après, il y a les blessures psychologiques qui se traitent pas avec juste un médicament et puis c'est fini. Hein, les blessures psychologiques durent longtemps. Et après, il y a toute la réinsertion, depuis l'appareillage, etc., et si besoin, etc., et la réinsertion en tant que civil si les gens doivent quitter l'armée. Alors tout ça, c'est une unicité, puis avec une certaine cohérence. Alors j'ai marqué sur la diapo les différents, ce qu'on appelle les rôles. Le rôle, c'est en fait, c'est le niveau. Hein, alors le rôle, c'est le nom, même s'il est marqué en français, c'est les mots employés dans l'OTAN, hein, et tout ce qui est OTAN, en fait, est dans le groupe saxon, on parle en anglais. Donc on parle du rôle 1 au rôle 4. Hein. Le rôle 1, c'est au niveau du plus près des militaires, et le rôle 4, c'est les infrastructures de métropole. Hein. Et on retrouve tous les rôles aux quatre endroits donc, dont je vous ai parlé. Alors les facteurs déterminants pour le soutien médical, ils sont plusieurs. Hein. C'est le type de conflit avec les pertes. Hein. On ne part pas de la même manière dans la guerre du Golfe et en Afrique au Tchad. Hein. Par exemple, là, une menace NRBC, pour tous ceux qui ont été dans la guerre du Golfe savaient qu'il y avait une menace chimique, parce que Saddam Hussein avait des scuds avec des armes chimiques. Et quand il y a des armes chimiques, on n'a pas la même préparation que s'il n'y en a pas. Hein. Donc, tous ceux qui ont été dans la guerre du Golfe, ils avaient leur masque à gaz tout le temps sur eux, etc. Ils dormaient avec et tout, etc. Donc ça, c'est des facteurs déterminants qu'il faut prendre en compte. Le volume de la force engagée, normal. Le lieu du conflit. Quand vous partez en Yougoslavie, hein, à 1h30 de Paris, c'est pas la même chose quand vous partez au Timor oriental. Timor oriental, c'est au nord sur les côtes d'Indonésie, au nord de l'Australie. Donc il y a des élongations, donc tout le soutien sera différent, que ce soit les évacuations sanitaires, que le ravitaillement, etc. La relève des personnels, etc. Le niveau du sanitaire du pays, ce qu'on appelle HNS, Host Nation Support. Hein. Quelquefois, on est amené à utiliser le soutien, les infrastructures du pays dans lequel on est. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand l'antenne chirurgicale est partie, on était soutenu par un hôpital ivoirien. Hein, les scanners qu'on allait faire, ils étaient faits au scanner de l'hôpital ivoirien. Encore faut-il que l'hôpital fonctionne, etc., donc ce dont on s'était assuré. On peut avoir une mission complémentaire humanitaire, parce que dans tous les conflits actuellement, ce n'est plus des conflits d'armée contre armée, c'est des conflits asymétriques, que ce soit l'Afghanistan, où il y a beaucoup de... En fait, c'est des civils. Côte d'Ivoire, c'était des civils, des rebelles. Hein, il y avait un peu de militaires, mais il y avait beaucoup de civils. Hein. Et donc, les civils, en général, sont tout le temps impactés. C'est toujours eux les premiers victimes de la guerre. Donc, on est amené, sur toutes les antennes chirurgicales, par exemple au Tchad, à faire de l'aide humanitaire. Il y a toujours une coopération multinationale, parce qu'on ne part pas tout seul. Hein, la France part rarement tout seul, hein, et il faut voir le rôle de la France. Donc, quand il y a une opération est décidée, les pays s'entendent, et généralement, le soutien français, au soutien sanitaire, soutien médical, est assez apprécié, et nous, de toute façon, les militaires français partent qu'avec des équipes médicales françaises. Et nos équipes arrivent à soutenir d'autres personnes. Mais les évacuations sanitaires peuvent être faites par les Américains. Par exemple, en Afghanistan, c'était en partie le cas, etc. Hein. Donc, chaque nation a son rôle. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? De toute façon, on pourra en voir... Donc, on va voir vraiment le soutien médical depuis la prise initiale, hein, d'un blessé jusqu'à son retour en métropole. Et même, on devrait pouvoir poursuivre même encore après. Donc, je vous ai dit, la médicalisation de l'avant. On met, contrairement aux Américains, aux Anglo-Saxons, on met l'équipe médicale au plus près. Hein. Je me rappelle, moi, la dernière évacuation sanitaire que j'ai faite, c'était en Côte d'Ivoire. C'était un VAB, donc c'est un véhicule blindé qui s'est pris un tir de roquette dans l'habitacle. Moi, j'étais 2 véhicules derrière. Donc, quand les 2 blessés ont été extraits, j'étais là.
J'étais là, donc les soins ont été prodigués, pas dans la minute qui vient, mais le temps de sortir les blessés, etc., de se mettre à l'abri, parce que ça ne sert à rien d'aller soigner un blessé et en reprendre une. L'avant-dernier médecin militaire qui est mort, il est mort en 70 au Tchad. Hein, c'est un adjudant tchadien qui a été tué, et lui s'est précipité. Le mec en face, il a pris la même visée, le même machin, etc. Il a décimé le médecin avec. Il y a le capitaine d'Orléans. Oui, mais ça c'est le suivant. Moi je parle de l'avant-dernier. D'Orléans, il s'est pris un obus de mortier, donc voilà. Mais donc il faut pouvoir se mettre à l'abri. La première chose, c'est se mettre à l'abri. Et après, une fois qu'on se met à l'abri, on peut conditionner le blessé. Hein, donc c'est amener l'équipe médicale au plus près donc, du lieu du combat. Après, pour pouvoir évacuer, amener les personnes, donc les blessés, en chirurgie et faire la réanimation. Et après, donc, l'évacuation médicale précoce. Pourquoi? Parce que si on amène tous les blessés du poste de secours post-médical à l'antenne chirurgicale, l'antenne chirurgicale, c'est 6 personnes, on va revoir ça, 6 personnes, donc 2 chirurgiens et réanimateurs, et bien assez vite, ils ont des structures d'hospitalisation, mais qui vont être assez vite saturées, donc il faut évacuer. On conditionne au plus vite, au plus près, on évacue à l'antenne chirurgicale, qui continue les gestes, et après on évacue donc sur la métropole. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est sauver le maximum de vies, mais non seulement il faut sauver la vie, il faut sauver le membre et en plus essayer de préserver la fonction. Mais on n'y arrive pas toujours. Moi, le légionnaire qui s'est pris un coup de RPG, il est amputé d'un bras, pratiquement sur le coup. Et la main droite, il a fallu la sauver. Donc nous, à l'avant, qu'est-ce qu'on fait? On emballe, et après, c'est au chirurgien d'amputer le bras gauche et d'essayer de sauver la main droite. Hein? Donc après, il faut sauver le bras, la main, et après, il faut que la main puisse fonctionner. Si c'est pour avoir un moignon qui ne sert à rien, voilà. Donc, et la mission, c'est d'essayer d'arriver, autant que faire que se peut, d'arriver donc à sauver donc, le blessé et son membre et la fonction de son membre. Là, vous avez quelques photos depuis la guerre de 14, ça va être l'Algérie ou l'Indochine, et puis donc l'Afghanistan plus précocement. Alors ça ne s'est pas fait n'importe comment, cette théorie. La théorie, elle s'est faite donc avec tout l'historique. Alors l'historique, ça peut commencer en 1945, hein, ça peut commencer après, on peut parler du Vietnam, de l'Indochine, puis après du Vietnam, la guerre de Corée, plus loin, plus près de nous, et après il y a eu Yom Kippour, en Israël, il y a eu la guerre des Malouines, en 83, 82, 83, hein, etc. Et chaque pays a plus ou moins sa théorie. Il faut savoir que les délais d'évacuation en 1945, c'était à peu près 16 heures. En Corée, c'est tombé à 3 ou 5 heures. Et pour arriver après à essayer d'arriver en Algérie, à peu près 1 heure et demie. Et on essaye de préserver l'évacuation au moins 1 heure, au moins d'1 heure. Essayer d'évacuer les blessés sur une antenne chirurgicale, sur un endroit chirurgical, où là, on va pouvoir avoir des gestes plus précis et plus pointus, donc en moins d'1 heure. On n'y arrive pas tout le temps. Alors tous ces conflits donc, ont permis au service de santé de se faire donc, une approche qui est différente de celle des Américains, qui évacue le plus rapidement possible. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle MASH. Hein, MASH, on voit c'est une forme humoristique, très, très carabin, mais on voit donc des blessés qui arrivent, mais bruts de coffrage, avec les hélicoptères huées, hein, donc c'est comme ça. Alors que les Français, nous, notre but, c'est d'amener, donc je vous dis, l'équipe médicale au plus près. Alors, une marche en avant, c'est la théorie, c'est pas toujours une marche en avant. À Sarajevo, quand on évacue quelqu'un, parce que théoriquement, la marche en avant, plus vous êtes près du combat, moins il y a de médecins. Et plus vous vous éloignez, moins il y a de guerre, et plus c'est médical. Pour arriver en métropole, où c'est la paix, et il y a des infrastructures extraordinaires. À Sarajevo, c'était complètement inverse. Parce que pour aller à l'antenne chirurgicale qui se trouvait à PTT Building, il fallait traverser la ligne de contact. Donc, plus on évacuait, plus on se remettait dans les ennuis. Et ça ne manquait pas tous les soirs, toutes les nuits, on en avait. Donc voilà. Donc ce n'est pas toujours le cas.
Donc, au plus haut de combat, donc, là, vous avez schématisé donc, un poste médical avec un VAB. VAB, c'est véhicule de l'avant blindé, qui est médical, il y a une croix rouge, hein, où la personne, le militaire est ramassé. Mais il n'y a pas toujours un VAB à porter. Quelquefois, le VAB, il est plus loin, il faut qu'il arrive. Et après, donc, évacuation sur l'antenne chirurgicale. L'antenne chirurgicale, eh ben, l'évacuation peut se faire en VAB, elle peut se faire en véhicule à roues, elle peut se faire en véhicule à chenilles s'il y en a, elle peut se faire en hélicoptère dans le meilleur des cas. Hein. Et après, l'antenne chirurgicale, là où il y aura eu lieu les premiers traitements avec un réanimateur et un chirurgien. Alors, au niveau du poste médical, il y a souvent une équipe à 5. Un médecin, un infirmier et 3 brancardiers secouristes. Brancardiers secouristes, c'est parfois ils sont aides-soignants, c'est un petit peu en dessous de l'aide-soignant, mais tous ces personnels sont formés pour les gestes d'urgence. Sont formés pour les gestes d'urgence pour faire parfois des gestes qui ne sont pas toujours dans la nomenclature de leur catégorie. Ça arrive très fréquemment au combat que ce ne soit pas le médecin qui pose la perfusion, même pas l'infirmier. Quelquefois, c'est l'auxiliaire sanitaire. Parce que la différence entre un combat comme ça et la vie de tous les jours, quand on n'est pas en situation de catastrophe, il y a au moins un médecin par blessé. Quand vous êtes 2 médecins et vous recevez 10 blessés, et avant de savoir qu'il y en a un qui est décollé, il faut aller faire un tri, il faut tous les examiner. Donc, c'est ce qu'on appelle une situation de catastrophe, ce qu'ont vécu un peu tous les soignants après les attentats au moment des attentats de 13 novembre. Hein, parce qu'il n'y avait pas forcément un médecin, une équipe médicale par blessé. C'est ce qu'on appelle la situation de catastrophe. Voilà, donc l'antenne chirurgicale, là il y a deux chirurgiens, un viscéraliste, un orthopédiste, un mou, un dur, un réanimateur, des infirmiers, et puis donc des auxiliaires sanitaires, des brancardiers secouristes, qui mettent en condition les personnes, qui continuent, éventuellement qui font un geste, il y a une blessure au niveau de la rate, ça risque de saigner, ben on enlève la rate, etc. quoi. Le docteur Lemel pourra vous en parler beaucoup mieux que moi. Hein. Et puis après, dès que possible, l'évacuation sanitaire. On reparlera des évacuations sanitaires. Donc après, ça peut être soit sur une structure de rôle 3, ce qu'on appelle un HMC, hôpital médical de campagne, hein, les nouveaux HMC 05, ou directement sur la France par des avions. Alors, le premier acteur, en fait, parce que le médecin, on a généralement une équipe médicale pour 150 hommes. C'est une compagnie d'infanterie, une compagnie en gros, en France. Le médecin, il n'est pas derrière les 150 hommes. Donc les premiers intervenants, c'est ce qu'on appelle le binôme. Les militaires sont toujours par 2. Hein, donc c'est le binôme. Et chaque binôme a ce qu'on appelle une trousse individuelle de combattants. La trousse individuelle de combattants, c'est une trousse qui se trouve toujours au même endroit sur l'intéressé, et tout le monde sait s'en servir. Il y a depuis le garrot, il y a un garrot, il y a des pansements, il y a la morphine, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une perfusion. Alors si tout le monde ne sait pas poser une perfusion, l'avantage c'est que le blessé, il a déjà au moins une perfusion à porter. Quand j'étais en Guyane et qu'on partait 3 semaines, 1 mois en forêt, eh ben, on était un médecin, un infirmier avec 30 personnes. Il peut se passer beaucoup de choses en forêt, surtout que depuis 16 h jusqu'au lendemain matin 8 h, il n'y a pas d'évacuation possible. Donc il fallait amener, en plus de nos 30 kg de bagages, il fallait amener la trousse santé, et on ne pouvait pas avoir 10 litres de perfusion, parce qu'il faut les porter. Donc j'avais commencé à faire des petites trousses individuelles, chacun portait une trousse, et si on était 30, j'avais au moins 15 litres de perfusion. Et bien c'est un peu le même principe qui a été repris bien plus tard, hein, avec cette trousse individuelle du combattant. Et tout le monde sait mettre en marche, mettre en place un garrot, un pansement compressif, etc. Tous les militaires sont formés au geste d'urgence au combat. Hein. C'est le secouriste de combat qui a plusieurs niveaux, mais ils sont au moins tous formés. Et ce qui permet d'arrêter une hémorragie, de faire des gestes qui permettent donc de sauver les blessés. Donc après, tout ça, c'est avec des entraînements réguliers en métropole avant de partir. C'est ce qu'on appelle la mise en condition opérationnelle, MCO. On a toujours les acronymes, vous savez, les militaires, comme toutes les autres, comme toutes les autres professions. Alors après, il faut aussi, on parlait de l'environnement tout à l'heure, je vais parler de Mitrovica, le plomb, etc. Récemment, mon ancien régiment, le REP, a fait une opération, c'était au nord Niger, et ils sont partis en parachute pour aller monter des embuscades dans le nord Niger. Donc si vous voyez la carte, ça fait plusieurs centaines de kilomètres, et ils ont fait partir tout le monde sauter en parachute,
Et après, une fois que les embuscades étaient installées, ils ont fait partir les véhicules. Mais le temps que les véhicules fassent les quelques centaines de kilomètres avec les éléas africains, il a fallu vivre. Mais tout ce qu'ils ont emporté, tout ce qu'ils ont pu boire, ils l'avaient emporté. Alors quand vous connaissez le poids d'un parachute, plus le sac pour vivre, plus l'eau en Afrique, il faut, si vous avez 5 litres par homme et par jour, je ne parle pas de se laver, hein, de se raser ni rien, mais ne serait-ce que pour boire, 5 litres c'est un minimum. Mais ils sont partis avec 3 litres par jour. Et pour le médecin qui monte l'opération au niveau médical, il faut appréhender tout ça. Parce qu'après, ça cartonné. Et après, il faut s'occuper des blessés. Donc il faut avoir amené les trousses de secours qui vont bien, etc. Donc tout ça, c'est un entraînement qui ne se prépare pas la veille. Hein. C'est l'entraînement de longue distance. Les médévacs tactiques, c'est plus souvent en hélicoptère. Hein, ici, c'est un CASA, c'est un Transal en petit. Hein, et là, on voit l'intérieur du CASA. Ça, c'est la théorie. Après, en fonction des circonstances, en fonction des possibilités, les vecteurs sont différents. Et donc, chaque vecteur, chaque aéronef comprend un kit. Et puis, on verra les photos tout à l'heure. Les antennes chirurgicales, bon, alors je n'ai pas parlé de l'installation. On essaye de s'installer au mieux possible. Le mieux, c'est dans du dur. Si on avait installé, ici, on ferait bien un beau bloc opératoire, un truc comme ça. Je pense que le docteur Lemel serait content de s'installer là. Il y a 2 portes, etc. Ouais. Ouais. Donc, généralement, en Afrique, ça s'installe beaucoup dans les écoles. Mais quelquefois, c'est sous tente. À Madama, au nord Niger, l'antenne chirurgicale est sous tente. Et il fait 40 et quelques degrés à l'ombre. À l'intérieur, il fait encore plus chaud. Donc, il faut climatiser, etc. Il faut pouvoir vivre. Hein. Donc, là, vous avez les photos sous tente. Là, ça va être à Madama, ça, justement, ça. Les médévacs stratégiques, donc, c'est le départ entre le territoire pour évacuer les blessés sur la métropole. Hein. Alors, ça se fait de plusieurs manières. En 2004, l'armée de l'air ivoirienne a bombardé une implantation française à Bouaké le 6 novembre 2004, si mes souvenirs sont exacts. Et là, il y a eu 9 morts et 38 blessés. On s'est évacué avec un Falcon présidentiel, de la flotte présidentielle, ou ministérielle plutôt. On s'est évacué 1 ou 2 blessés. Mais quand il y en a 9 et il y a 38 blessés, les Falcons, ils sont sur... On ne peut pas s'en servir. Alors là, on avait fait appel aux Allemands. Les Allemands ont un Airbus médicalisé. Un Airbus qui est complètement médicalisé. Alors je ne sais plus si c'est quel type d'Airbus c'est un avion de ligne qui est médicalisé. Et donc, ils nous avaient prêté leur Airbus. Et on s'en est servi. Et après, ça a débouché pour nous sur Morphée. Morphée, c'est le système pour évacuer les personnes, les blessés, quand il y en a plusieurs. On va revenir tout à l'heure. Alors, la carte des opérations actuellement, hein, avec ce qu'il y a. Il y a un petit bout sur la marine, si tu veux en parler, Loïc. Voilà. Donc, vous voyez que depuis l'Irak jusqu'à la Guinée équatoriale, Tamarin, là, c'était pour le Ebola. Hein, voilà. Mais sinon, vous voyez que actuellement, les troupes françaises et le soutien est essentiellement en Afrique centrale et de l'Ouest. Hein, donc, où vous n'avez qu'à faire le compte de combien il y a d'antennes chirurgicales. C'est les rôles 2, il y en a quand même pas mal, et ils tournent régulièrement. Une antenne chirurgicale fait 2 à 3 séjours par an. Et c'est des séjours de 3 mois. Alors, avec l'ONU, les séjours sont de 6 mois. Et en France, on privilégie, nous, les séjours de 4 mois, sauf pour le personnel navigant, c'est souvent 2 mois, les antennes chirurgicales, c'est 3 mois, etc. Donc ça, c'est le bilan des projections. Hein. Vous voyez qu'en 2014, il y a eu 450 médecins, praticiens, hein, 634 infirmiers, voilà, donc avec le nombre d'hélicoptères, de VAB, etc. Donc ça, c'est juste pour mémoire, etc. Les consultations, vous voyez, 45 000 consultations en opération, hein, les actes infirmiers, 28 000, voilà. Et AMP, c'est l'aide médicale à la population. Avec donc, vous voyez que ça c'est pour la population, vous voyez que les antennes chirurgicales font en fait beaucoup plus d'humanitaire entre guillemets que de soigner des militaires français, heureusement. Les médévacs,
Hein. Donc vous voyez, c'est essentiellement des urgences de 3e niveau de P3. Hein. Et les motifs, bon, après, ça dépend si... ça, c'est provenance de tout, hein. Aussi bien les forces prépositionnées, que ce soit en Guyane ou ailleurs, que dans les opérations. Donc quelques photos. Donc vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on appelle le véhicule de l'avant blindé, hein, où on peut théoriquement évacuer 2 personnes. Mais en plus, il faut penser qu'il faut le matériel. Le matériel, hein, ici vous avez un respirateur, etc. Vous avez qu'un blessé. Il y avait tout le matériel, plus le matériel personnel, hein, plus l'eau, etc. Donc vous voyez que c'est assez exigu. Vous pouvez me dire, on peut mettre ça dessus, on met ça dessus. À Eggman, il faisait -10. Si vous mettez toutes les perfusions dessus, quand vous avez besoin, elles sont gelées. Et puis si elles sont dans le VAB, elles ne sont pas à -10, mais elles sont pas loin de 0. Donc il faut les mettre à température ambiante. Parce que si vous perfusez quelqu'un avec un soluté à 5 degrés, il ne va pas aimer. Vous voyez, c'est ces petits soucis de quotidien. Voilà. Quand il fait -25 dehors, on ne gère pas les matériels de façon identique. Alors quelquefois, ça s'appelle des VAB. Donc vous voyez, c'est le véhicule, c'est pas le VAB, c'est le VELERA. Hein, et les médecins s'installent, quelquefois c'est sous une tente, quelquefois c'est dans une école, quelquefois c'est dans un petit... Tout ce qu'on peut trouver. Quand on arrive, on s'installe où on peut. Et le mieux possible. Et c'est là qu'on reconnaît un bon militaire, guerrier, c'est qu'il donnera la meilleure place à son médecin et à son équipe médicale qu'à lui. Parce que ce sera pour ses blessés, pour ses hommes, et ce sera peut-être pour lui aussi. Hein. Donc après, à l'avant, on ne fait pas de grands gestes, le médecin ne fait pas de grands gestes médicaux. Hein, je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont infirmiers ou en école d'infirmière. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On arrête une hémorragie. Hein, c'est un pansement compressif, éventuellement un garrot. Après, ça peut être une intubation, ça peut être un drain thoracique. Et puis après, c'est intubation, ventilation, et puis on s'arrête là. Après, y a plus, quoi. Après on évacue. Mais ça reste quand même des gestes, des drains thoraciques, on n'en pose pas tous les jours, donc il faut s'entraîner régulièrement. Niveau 2, bon après c'est l'évacuation, donc souvent par hélicoptère. Donc où on évacue, où il n'y a rien dans l'hélicoptère, ou alors on peut avoir un kit qu'on voit ici. Et là, on ne peut plus mettre dans le Puma 6 blessés, dans l'hélicoptère, mais on met tout un kit et le blessé est dédié. À la limite, c'est un hélicoptère pour une personne. Mais quand il y a du grand nombre, il faut on peut en mettre jusqu'à 6. Après, toujours le MEDEVAC tactique, hein, ça peut être un avion. Un avion qu'on peut, soit transal à gauche, les deux sont transal, et puis soit le CASA dont on a parlé, hein, qu'on peut évacuer, qu'on peut équiper en version sanitaire. Au niveau d'antenne chirurgicale, donc soit sous tente, comme à Madama, hein, et soit dans des structures plus... Alors maintenant, on a des structures qui sont plutôt, qu'on appelle métallotextiles, voilà, hein, telles qu'il y avait en Afghanistan, hein, et où les gens, en gros, c'est comme des baraques de chantier, mais qui sont jointives, etc., et que ça permet d'avoir un environnement propre et un environnement qui est plus stérile, plus facilement stérile, et puis modulable. Il y a quelques années, on avait au niveau du service santé ce qu'on appelle, pour les GMC, des éléments techniques modulaires. En fait, c'était des containers, genre containers 20 pieds, qu'on pouvait agrandir. Il y avait un plateau en dessous, donc on pouvait agrandir, et on les mettait en forme de, on les voit ici, on les forme de H ici. Ça, c'était à Mostar dans les années 95-96, ça a été monté. Et ça permettait de travailler dans un environnement beaucoup plus confortable. Mais le problème, c'est que c'était volumineux et il y avait toute une maintenance qui était assez difficile. À Tombouctou, au nord de la Côte d'Ivoire, après, on a rajouté au fur et à mesure des modules. Des modules, là par exemple, vous avez un module scanner, en fait, c'est des baraques de chantier, genre baraque de chantier, format container 20 pieds, et dans lequel on installe qui un laboratoire, qui un cabinet dentaire, qui un scanner, etc. Bon, ça, après, voilà la HMC sous tente. Au niveau marine, hormis le Charles de Gaulle, sur lequel a travaillé le docteur Lemel, il y a des transports de chalands de débarquement, et puis les bâtiments, les BPC, genre Mistral. Vous savez, ceux qu'on n'a pas vendus à la Russie. Hein, voilà. Et dans les BPC, il faut savoir qu'il y a 2 blocs opératoires, je parle sous ton contrôle, et il y a 69 lits d'hospitalisation. En fait, c'est presque un ferry peint en gris. Voilà. C'est un rôle 3. Un rôle 3, oui, c'est ça, oui. Voilà. C'est un... Non,
C'est rôle 3. Voilà. Alors voilà, vous avez des bancs, vous avez des chambres, etc. Niveau marine. Alors tout ça, c'est modulaire. C'est-à-dire qu'au départ, on peut partir juste à une AK 12 personnes, hein, sous tente, et puis après, ben, on peut augmenter, on peut mettre certains éléments, on met des renforts, hein, des capacités d'hospitalisation, éventuellement le vétérinaire, le psy, le SRS, c'est tout ce qui est ravitaillement sanitaire, un laboratoire, un scanner, etc. Et voilà. On peut comme dire, moduler en fonction de l'opération et en fonction de la chronologie. Oui, je sais. Dernier truc, c'était morpher. Morpher, avant on évacuait les gens, petit nombre, juste un avion de la flotte ministérielle. 1 ou 2 passagers, blessés, etc. Après on est passé médicalisation des Airbus, un peu, pas la manière des Allemands, mais on réserve sur un avion des places dans le machin. Donc un brancard, je crois que c'est 4 places, plus les accompagnants, etc. Donc c'était une solution onéreuse. Donc on est passé après à morpher. Morpher, c'est le module de réanimation pour patients haute élongation d'évacuation. On prend un C-135, un avion ravitailleur, l'armée de l'air. Ils sont toujours disponibles pour la force, pour les avions de l'armée de l'air. Hein, et dedans, on peut équiper avec des modules pour pouvoir évacuer les blessés. Voilà. Et le rayon d'action des KC-135, ravitailleurs, vous voyez, bah, ça va depuis la Guyane pratiquement jusqu'au Timor, etc. Donc voilà. Et c'est des avions qui sont toujours disponibles. Mais il faut 24 heures pour pouvoir les équiper. Sachant qu'ils sont à Istres, il faut que toutes les équipes aillent à Istres. Voilà. Donc c'est des modules qui sont mis. Et là, on peut avoir des blessés qu'on appelle lourds ou chauds, hein, et avec des différents modules qu'on adapte dessus. Voilà. J'ai essayé de faire un peu plus bref sur la fin. Alors si vous avez des questions,